Bonjour à tous! Je suis très très contente de vous retrouver pour le 7e épisode de ce podcast. J'apprécie de plus en plus ce moment où je vous parle à travers mon micro, parce que ça me permet en fait d'évoquer pour vous et pour moi-même en fait des sujets importants. Et je crois très fort et de plus en plus à la médecine de la parole pour libérer et guérir. J'aime vraiment ce moment que je passe à la fois toute seule chez moi, ce qui me permet de sentir que je peux aller tranquillement au bout de mon idée sans être interrompue. Et en fait, la présence de ce micro devant moi est un peu magique parce qu'il est le récepteur de mes paroles et finalement le transmetteur surtout de ces moments, de mon moment de partage jusqu'à vous. J'apprécie donc être seule pour vous parler, mais je fais la merveilleuse expérience des cercles de parole ces dernières semaines. Et cela résonne beaucoup, beaucoup en moi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour la première fois de l'aventure Atelier Time, notre podcast, je suis avec une invitée. Et pas des moindres, vous l'avez déjà entendu dans ce podcast en vocal, qui vous a partagé une expérience qu'on a vécue toutes les deux. Vous l'avez déjà vu aussi sur mes réseaux sociaux. C'est ma première fan, mon indétrônable sœur, Lola. Coucou. Ouh, Comment est-ce que tu vas ce matin? ça va, un petit peu fatiguée par la chaleur là, mais ça va. Ouais, je comprends, tu m'étonnes. C'est pour ça qu'on fait ça à la fraîche. Comme ça, Ouais, on a les idées un peu claires. c'est ça, à peu près. Hmm. Est-ce que tu peux dire un petit peu aux gens qui nous écoutent qui tu es? Oui, donc je m'appelle Lola, je suis la petite sœur, de Zoé, donc orpheline comme elle, fatalement, voilà. Même si j'ai un peu de mal avec le mot orphelin, mais peut-être qu'on en reparlera plus tard. Je j'habite à côté de Lyon et je travaille, près des chevaux qui sont un peu, mes thérapeutes, de tous les jours, voilà. Trop bien. Et tu te sens comment à l'idée de participer au podcast Atelier Time avec moi? Bah, c'est un petit peu stressant forcément. Ça fait C'est bizarre parce que moi j'écoute beaucoup de podcasts et du coup de se retrouver, à la place de ceux qui parlent, c'est un peu déstabilisant. Mais j'ai hâte de voir, de quoi on va parler. Donc ouais. cool. Alors, c'est vrai que là aujourd'hui, ça va être un petit peu un c'est un test, c'est un concept, c'est un test. En fait, ce qu'on va faire avec Lola, c'est que, j'ai demandé en fait à la communauté qui me suit sur Instagram de me parler de leurs clichés, de leurs idées reçues, de leurs croyances autour du deuil, que ce soit des vraies ou des fausses, des bonnes ou des mauvaises. Et en fait, on va les débunker, en tout cas donner notre avis, réagir en fait à ces réponses, aux réponses que vous nous avez données. Et puis éventuellement en expliquer d'autres ensemble, enfin Mmh. voilà, en fonction de ce qui se passe. Donc un petit peu l'objectif de ce podcast pour moi, c'est que il y ait pas ou très peu de montage après, parce que j'ai envie que nos réponses et nos réactions soient le plus sincères et le plus spontanées possible par rapport à ce qui va se passer après. Alors moi je l'ai préparé un petit peu, mais pas toi Lola, tu sais pas Mmh. ce dont on va parler. Pas du tout. Voilà, donc voilà. Donc comme je montrais pas ce podcast ou très peu, il est pas impossible que ce temps d'échange entre, ce qui s'est passé sur Instagram, Lola et moi, soit découpé en plusieurs épisodes distincts, si ça dure trop longtemps. Voilà, on ne sait pas ce qui va se passer dans cet épisode. J'en profite du coup pour vous rappeler que ni moi ni ma sœur ne sommes psy ou accompagnatrices d'endeuillés. Je souhaite, on souhaite en tout cas, simplement partager avec vous des expériences, des connaissances, des idées, afin que on travaille ensemble sur notre rapport à la mort en fait, afin d'y mettre de la lumière et peut-être même d'y mettre des paillettes. Alors c'est parti, je vais lire les commentaires qu'on m'a laissés tels qu'ils ont été écrits et on réagit après ensemble. T'es Mmh. prête Lola? Je suis prête. Alors on commence avec un commentaire Instagram
Tout ce dont on va parler, c'est vraiment que Instagram. Je ferai peut-être un épisode 2 sur Facebook, si les gens sont là. Hem, donc un commentaire Instagram de la part de Lady Blackwood, qui nous dit: «Pour l'enterrement de mes grands-parents. Le premier, ma mère a été consternée qu'on ne fasse pas le signe de croix devant le cercueil. Et au deuxième, j'avais apprécié que le prêtre spécifie, ouvrez les guillemets, vous pouvez faire un signe de croix devant le cercueil ou toute autre marque de respect. Pareil pour l'eau bénite. Moi, c'est quelque chose que je trouve assez malaisant, mais on se sent obligé pour la personne, pour l'entourage. OK. Voilà. Est-ce que tu veux réagir déjà à chaud à ce commentaire? Ouais, ben, je sais pas si toi tu eu la même chose, mais moi j'ai tout de suite pensé, à l'enterrement qu'on a vécu à l'église, de notre grand-père, paternel Mm, et tout à fait. bah, j si je dis pas de bêtises, c'est le seul enterrement religieux qu'on a fait et je suis un je pense que je partage, son idée. Il y a une espèce un peu de malaise quand on n'est pas éduqué à la religion et qu'on n'a pas, forcément cette croyance-là. Enfin, moi, je me souviens que, effectivement, on n'est pas allé devant le cercueil de notre grand-père, faire le signe de croix et avec l'eau bénite et cetera parce qu'on savait pas et c'est vrai que l'autre, partie de la famille n'a pas forcément compris parce qu'eux ont grandi dans cette religion-là et c'était surprenant qu'on n'y aille pas. Voilà. C'est vrai que je me souvenais pas de ce regard-là, de l'autre côté de cette partie, de la famille qui est très, très, alors j'ai pas envie de dire pratiquant parce que c'est pas forcément le cas, Mmh. mais en tout cas qui a baigné dans ce truc-là de la religion et qui est très, voilà, qui est très, très, Additionnel quoi, en fait. Enfin, ouais, oui. c'est ça. Et en même temps, j'ai pas souvenir qu'il nous en ait tenu rigueur, tu vois? Non, non, Parce mais enfin, moi, je me souviens des cousines qui nous ont dit: «Ben, vous allez pas, enfin, il y a quand ouais, même eu la question: «Pourquoi vous y oui, allez oui. pas?» et tout. Il y a pas eu de reproche, mais il y avait une espèce de surprise, de pourquoi on n'y va pas, quoi. Mmh, c'est vrai. C'est vrai que, je pense qu'ils s'attendaient à ce qu'on y aille Mmh. et que voilà. Et en même temps, je trouve que, ils ont été très, très cool, j'ai envie de dire, parce que, on était gamines, Oui, tu oui. vois? Mmh. Déjà, c'était la première fois qu'on allait à un enterrement, qui plus est un enterrement de quelqu'un qu'on connaissait Mmh. et je pense qu'ils savaient aussi que, bah, on n'était pas, particulièrement, heu dévots. J'ai pas envie de dire ce mot-là, j'aime pas ce mot-là, mais voilà, On n'est pas ils savent particulièrement, que touchés par la religion, quoi. voilà. En tout cas, pas celle-ci. Voilà. Et mais en fait, je trouve que ce commentaire, il est, important et il est intéressant parce que, ça pose cette question-là de la tolérance, en fait, quand on est dans le deuil. Et elle peut être hyper compliquée parce que, effectivement, on a envie, quand on est dedans, quand on est dans la religion, quand on est pratiquant et qu'on on a envie, je pense, je suppose, hein, j'essaie de me mettre à la Mmh. place de ces personnes, on a envie que, notre défunt puisse recevoir le plus d'eau bénite possible, j'ai envie de te dire, tu vois? Le Mmh. plus de Mmh. prières, le plus de et cetera. Et en même temps, je comprends très bien ce truc-là et en même temps, c'est hyper, injonctionnel tu vois? Elle dit carrément, heu, ma mère était consternée qu'on Mmh. ne fasse pas Mmh. le signe de croix devant le cercueil. Ouais. Mais c'est hyper personnel Mmh mh. et c'est hyper, comment dire? Si tu ne connais pas ce signe-là ou que tu n'en comprends pas la signification, Oui. tu peux pas spontanément le faire et le faire sincèrement. Mmh mh.
tu vois? Mmh. Et je pense qu'il y a un peu un côté comme ça, quand tu vas à un enterrement religieux, c'est, je sais que enfin, je me souviens, moi, j'ai pas fait que celui de notre grand-père, j'ai fait aussi celui du grand-père de Jérém, Ouais. donc tu pas là et j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, mais Oui. effectivement, dans une église, tu as une sorte de pression de la communauté religieuse qui est autour de toi. Mmh. Même si toi, t'en fais pas partie, tu as une sorte d'obligation à respecter les rituels, ça c'est un fait. Mmh. Mais t'as le sentiment effectivement que tu as une espèce de regard et de jugement en fonction de ce que tu vas faire face au cercueil si tu souhaites y aller, tu vois. Mmh. Oui, Et oui. enfin, tu vois. Et je trouve que c'est une pression et une ambiance qui est hyper particulière et qui, pour moi, c'est un peu source de conflit, tu vois. Oui, oui. Après, c'est de toute façon les regroupements, de famille et surtout, pour des événements, il y a toujours, 1000 et une sources de conflits possibles. Mais c'est vrai que c'est un sujet moi, c'est un sujet qui me met pas très à l'aise parce que j'y connais rien et que j'ai l'impression que enfin, c'est un gros sujet pour moi Mm. et quand tu disais, que enfin, moi, j'avais surtout peur d'aller devant le cercueil pour me dire: «Je vais aussi faire plaisir à la famille et montrer que, je respecte, mon grand-père parce qu'il croyait et cetera». Mais j'avais peur auss de mal faire, en fait, de faire un signe, faux à l'envers, de je sais pas, de trébucher, de casser un truc, enfin, c'est ouais, comme tu dis, tu te mets une pression et c'est tellement, ritualisé, c'est tellement carré, c'est tellement précis que moi, j'avais trop peur de faire une erreur, quoi. Mm. C'est vrai, c'est ça. C'est beaucoup ça qu'on a ressenti, nous, en tout cas. Enfin, je dis nous, mais il faut que je dise je. Euh, je l'ai vaguement évoqué dans l'épisode où on parle des cimetières. Mais quand on était gamine, c'est vrai que le rapport à la religion, il était hyper lourd. Moi, j'ai souvenir que quand on allait chez Mima et Pipa dans les Vosges, donc pour ceux qui nous écoutent, les parents de mon père, côté paternel, Mmh. c'est vraiment de ce côté-là que c'est religieux. En fait, moi, j'étais hyper mal à l'aise, voire j'avais peur quand j'étais dans une pièce où il y avait un crucifix, tu vois. Ah ouais, à ce point-là. Ouais, ouais. Ouais, ouais, tu vois, j'avais un côté en mode... bah déjà c'est une représentation d'un mort torturé sur le mur. Ouais. Donc t'as un côté je l'intellectualisais pas comme ça quand j'étais gamine, mais c'est hyper morbide comme image, tu vois. Mmh. Mmh. Déjà rien que ça, tu te dis bon. Et en fait, je sentais que ça représentait tellement de choses Ouais. que et tellement de choses lourdes en fait. Et vraiment, j'ai senti que dans cette famille paternelle, la religion, c'est quelque chose de très négatif en fait. Il y avait beaucoup d'ombre en fait autour de ces questions-là. Ouais. Parce que t'as un côté... euh, c'est des obligations, c'est tout un univers qui est hyper injonctionnel, Ouais. Il y a tout un qui impose... comportement, enfin, Voilà, c'est ouais. ça, qui impose comment on doit être, ce qu'on doit dire, comment on doit s'habiller, Mmh. Mmh. tu vois, ce qu'on doit vivre dans notre vie, etc. Et ouais, j'étais pas du tout à l'aise avec ce truc-là. Et je le ressens et je le comprends tellement dans le commentaire qu'on a, Oui, là, oui, oui. en fait, on veut pas, enfin moi en tout cas, je sais que je veux pas. Euh, j'ai envie d'avoir la foi, j'ai envie de croire, tu vois, qu'il y a quelque chose de plus au-dessus de nous. Mmh. Et en même temps, je peux pas et j'arrive pas à m'identifier et à accepter la lourdeur de... Alors là, pour le coup, c'est vraiment du christianisme, je crois, ou du catholicisme Ouais, en tout cas. catholicisme, ouais. Ouais. Tu vois, qui est tout gris, qui est morne, Ouais, ah, c'est très lourd, lourd. quoi. Il y a Ouais. vraiment... Ouais, il y a une ambiance lourde, quoi. Mmh. C'est
c'est faites ceci, faites pas cela, et machin, et il faut faire comme ci et comme ça. Alors je vois et je trouve que c'est très très important d'avoir des rituels, en particulier quand il s'agit de nos défunts, Mmh. enfin même globalement de notre vie. Mais là, je trouve que c'est des rituels qui sont hyper déshumanisants, hyper déconnectés de nos émotions, tu vois. Oui, je vois, oui. Après, Et du coup, c'est notre regard à nous parce qu'on n'a pas éduqué dans ce système-là, enfin, avec cette idéologie-là. Mais, je comprends complètement que ce type de rituel, ce type d'encadrement de croyances et la personne part vers un autre monde et cetera. Enfin, c'est moi ce que j'en connais, hein, j'avoue, ne pas être très érudite, sur, ce sujet-là, mais j'ai quand même l'impression que les personnes assez croyantes sont très rassurées par les rituels, par la cérémonie religieuse, par tout ce qu'elle englobe, en fait et même si, ce qu'on me dit un peu, depuis tout à l'heure, c'est que c'est assez lourd et qu'on s'y retrouve pas, je trouve ça très bien et je trouve ça très rassurant. Moi, j'aurais presque aimé, avoir une croyance assez similaire pour que ça me rassure sur la suite du mort, en fait. mm, c'est vrai. C'est vrai que le fait d'avoir la foi et de croire en quelque chose d'autre, en tout cas potentiellement là, par rapport à notre sujet, à un après, Mmh. c'est vrai que c'est hyper important, c'est hyper rassurant. Mais je pense même d'ailleurs qu'il faudrait que j'en fasse un épisode de podcast. Si vous avez d'ailleurs Mmh. des histoires, des partages à ce sujet-là, ben, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour ceux qui nous écoutent. Ou à venir me voir sur les réseaux sociaux, évidemment. Mais pour revenir au sujet là de la religion, ouais, t'as un côté effectivement hyper rassurant de se dire que potentiellement bah, il est au paradis ou quoi ou qu'est-ce, mais t'as quand même cette ombre, cette dualité. En fait, on ne sait pas. Parce que pour ceux qui connaissent vraiment profondément la personne qui vient de décéder, par exemple le conjoint ou la conjointe de la personne, qui potentiellement croit au paradis ou à l'enfer, elle a une petite idée dans le fond, même si elle veut pas se l'avouer, de l'endroit où il ira ou pas. Même si c'est pas à elle ou lui de juger, tu vois, Mmh. il y a forcément des épisodes dans la vie de la personne qui sont pas ouf, quoi. Donc, en fait, c'est ça qui me dérange un peu, c'est que oui, c'est hyper important et c'est chouette de s'imaginer qu'il y a un après, mais l'après du catholicisme et du christianisme, il est pas Bah, il est très tout binaire, rose. quoi. Bah ouais, c'est ça, il est hyper binaire, c'est Mmh. exactement Mmh. ça. Et le risque, c'est que ben, la balance, elle penche plus d'un côté que de l'autre, quoi. Alors qu'on voudrait Oui, bien oui, entendu pour tous que le paradis soit ouvert, ouais. mais dans leur croyance à eux, c'est pas le cas. Et donc oui, quelque part c'est rassurant, mais ça peut être hyper inquiétant Mmh. aussi. Mmh mh. Ouais. Oui, oui, c'est vrai, j'avais pas vu le truc comme ça, mais oui. Parce qu'il y a des croyances qui sont juste... même juste dans la façon de faire, tu vois. Il y a effectivement des branches du christianisme qui vont être déjà beaucoup plus positives, beaucoup plus lumineuses et qui vont vraiment parler plus de l'amour, plus de la fraternité, de vraiment du vivre ensemble. Et ils sont très très accueillants et Mmh. ils font plein de chants, de chansons, etc. Donc ils sont plus, en fait, ils sont plus dans l'acceptation de l'émotion présente et dans l'expression même de cette émotion-là. Et ils sont aussi dans le soutien permanent. Tu vois, ils sont, ben, t'es parti, donc bonne route, quoi. Ouais. Et que le Seigneur t'accueille et je te bénis. Mmh. Et tu vois, et ils sont dans le soutien. Alors que dans d'autres branches, comme on est plus dans la partie qui est très culpabilisante, ah ben faut pas faire ci, il faut aller en confession et quand tu fais enfin tu vois Ouais. c'est très tourné sur le péché, très tourné sur
sur ce qu'on fait de mal dans la vie, quoi, tout le temps. Et on fait tout le temps des petits trucs mal, tu vois. Donc, Mmh. Oui, oui. donc, en fait, c'est tout le temps ça. Et puis, en fait, on n'est pas dans le je te soutiens, vas-y, essaye, ou fais-le. Parce que de toute façon, c'est ton choix, c'est ta vie, et c'est comme ça. Moi, je peux que être là pour t'aimer et te soutenir. Mmh. Alors que là, on est plus dans le bah non, en fait, il faut pas que tu fasses ça. Parce que le Seigneur va dire que, parce que il va se passer ça, parce que machin. Et du coup, on se retrouve dans une espèce de truc où on sait pas, on sait plus quoi faire. On est contraint à être comme les autres, en fait, et à Mmh. faire comme les Mmh. autres, et à se comporter comme les autres, et à penser comme les autres. Et ça, c'est hyper. Je trouve que c'est hyper lourd. Mmh. Est-ce que c'est ça qui me dérange, effectivement, dans cette situation où cette maman est consternée Mmh. que tout le monde ne fasse pas le signe de croix devant le cercueil? Ouais. Voilà, c'est. Ouais, en fait, pour revenir vraiment au sujet principal, c'est vrai que moi, personnellement, je trouve ça dommage parce que on est tous différents et on a tous un rapport à la mort qui est différent. On va tous vivre le deuil d'une manière différente et heu et donc enfin, je pense que il faut laisser, le choix, aux personnes de faire comme elles ressentent, en fait, et Mmh. d'être quand même en accord avec les sentiments. Ouais, c'est exactement ça. Je pense que, qu'on soit religieux ou pas, il faut vraiment être hyper, hyper tolérant envers soi-même, déjà, avant tout, de Mmh. lâcher prise sur le comportement des autres, Mmh. parce qu'on a vraiment, vraiment autre chose à penser dans ces moments-là. Ouais, ouais. Et être tolérant aussi pour les autres, parce que on peut pas se permettre dans ces moments-là d'en rajouter encore, Mmh. parce qu'il y a des injonctions religieuses, il y a des injonctions émotionnelles, machin, etc. Non, c'est. Je sais que le comportement des autres, quand on vit un deuil, peut être hyper blessant et hyper difficile à vivre. Mmh. Mais t'as pas le choix que d'être tolérant à un Mmh. moment ou Mmh. un autre, quoi. Ouais, ouais, complètement. En particulier avec les enfants. Oui, oui, oui. Et c'est le prochain sujet. J'ai eu un commentaire donc toujours sur Instagram, de cette fois d'une doula, de Doula Mamal, j'espère que je prononce bien, qui a écrit: Je crois que j'ai souffert de n'avoir compris la mort que lorsqu'elle est survenue pour la première fois dans mon entourage, à mes 16 ans. J'aurais aimé que, lorsque j'abordais le sujet avant ça, on ne me pense pas trop petite pour comprendre. Je crois que c'était pour me préserver, mais j'aurais tellement aimé que ça se passe différemment. Ouais. Voilà, donc là pour moi c'est vraiment le sujet, c'est la mort et les enfants. Mmh. J'ai l'impression que dans ce message, il y a une sorte d'omerta dans la famille du sujet de la mort, tu vois. Et Ouais. que, en fait, je sens que le premier deuil, il a été un choc Mmh. hyper violent, d'autant plus violent que rien n'a pu, en fait, préparer à ce truc-là, à cet événement-là. Ça a certainement dû remuer très très fort dans la tête de cette doula, Mmh. et aussi, du coup, forcément dans la famille, quoi. Ouais, ouais. Le sujet de la mort, c'est un sujet un peu sensible, en fait, à mes yeux, mais en fait, c'est pour moi vraiment une question d'éducation, une question de rapport à son enfant et un rapport à ses parents. Mmh. La question, c'est est-ce qu'il faut expliquer la mort aux enfants? Et si oui, quand et comment? Est-ce qu'on attend qu'il y ait un deuil à faire ou pas? Et si on attend qu'il y ait un deuil à faire, et ben comment on aborde ce sujet-là? Et si, enfin voilà, tu vois, si on le fait avant, comment on l'aborde aussi? Enfin, vraiment, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce sujet-là avec nos enfants? Ouais, ouais. Alors, tu en avais jamais parlé toi dans un de tes épisodes de ça, je crois. Non. Donc j'ai dû l'entendre dans un autre podcast, mais j'ai entendu une nana qui disait que en fait, sans forcément apprendre
la mort directement, aux enfants, elle disait: «Apprendre le deuil», tout simplement. Parce que dans la vie, tu vas perdre des choses, des objets, des personnes vont partir, sans forcément parler de mort, mais juste, voilà, d'une séparation, d'un déménagement, d'un ami qui part ou quoi, ou peu importe, mais en fait d'apprendre à l'enfant que, rien n'est éternel et que les choses, vont évoluer, vont peut-être partir, vont peut-être rester, mais qu'il faudra apprendre à faire sans l'objet, sans la personne, sans, ou une situation ou un bonheur puisque tout évolue, tout change et rien ne dure, quoi. Et je trouvais ça vachement bien. Après, dans les faits concrets, comment on apprend aux enfants, je sais pas, mais je trouvais ça vachement bien de dire, fais enfin, de ne pas forcément trop s'attacher, à des personnes ou à des objets, ou alors en ayant, vraiment conscience que tout peut s'arrêter, du jour au lendemain, quoi. Et moi, personnellement, je pense que ça m'aurait aidé qu'on me dise assez tôt, tu sais, les choses, bougent dans la vie, rien n'est permanent et peut-être que demain, tu vas perdre, ce bijou que t'adorais ou tu vas perdre, et enfin, moi personnellement, j'ai toujours eu énormément de mal avec le deuil de perdre, par exemple, la chaîne que, mon arrière-grand-mère, elle m'a offert quand je suis née et que j'ai perdue à la piscine quand j'avais 8 ans et que ça m'a travaillé pendant des années, de perdre, une amie parce que, on a déménagé et que du coup on s'est éloigné et que les choses ont changé et moi perso, j'ai toujours eu vraiment du mal à passer à autre chose, à accepter, à accueillir aussi les nouvelles choses et cetera et je pense que c'est vraiment tout un ensemble quoi, mais parce qu'on m'a pas appris, on m'a pas montré que c'était possible d'avancer aussi sans certaines personnes ou sans certaines choses et que ça faisait partie du cycle en fait. Donc ouais, moi je pense que juste le deuil de manière générale, d'accepter la perte et de toujours avancer en se disant, «Ça fait aussi partie de moi» et cetera, c'est important. Mais oui, je suis d'accord que la mort en elle-même, enfin, moi je me verrais mal dire à un enfant: «Bah oui, ton grand-père est mort, son cœur ne bat plus, tu ne le reverras plus et lui il ne te reverra plus». Je trouve ça très lourd, très dur. Mais en même Bah temps, oui, je trouve ça dommage de dire: «Ton grand-père il est au ciel» parce que, pour moi, ça a pas de signification. ouais, c'est ça. Mais ouais, je trouve que c'est très joli effectivement, moi j'irais peut-être plus loin dans cet apprentissage du deuil. Je dirais pas que c'est l'apprentissage du deuil, moi j'aurais dit plutôt l'apprentissage de l'impermanence, tu vois? Parce qu'effectivement, ce que tu dis, c'est hyper important parce que un enfant, il a pas forcément, ouais, en tout cas dans notre société occidentale où tout est abondance etc., on n'a pas on n'a plus en tout cas cette notion de manque et Mmh, de mmh. perte, ou très peu en fait. Donc effectivement, c'est hyper important et j'étendrais cette notion d'apprentissage du deuil à cette notion d'impermanence où c'est essentiel et ça fait partie j'ai envie de dire du jeu, mais ça fait partie de la vie, Mmh. de perdre à un moment donné. Mais de la même manière que si la lumière existe, c'est parce que l'ombre existe, tu vois. Et que si tu veux gagner, à un moment donné, il faut que tu perdes. Et si tu perds, c'est pour gagner après. Enfin, tu vois, c'est dans l'espèce de yin-yang, quoi, hein. C'est Ouais, vraiment ça, ouais, hein. c'est ça. Voilà, ça fait partie du monde, quoi. La dualité, elle est là. Et effectivement, il faut le partager aux enfants. Parce que cette dualité-là, elle construit aussi un enfant, en tout cas un individu, quel qu'il soit. Et je pense que le déséquilibre de la balance peut créer encore plus d'anxiété que ce qu'on souhaite épargner à l'enfant en omettant en fait toute cette partie-là de la vie qui est donc la mort et la perte, que ce soit d'objets, d'animaux de compagnie, de personnes, etc. Mmh mh. Donc, donc ouais, tu vois, ce commentaire, en plus, du coup,
je me sens très reliée à la personne qui l'a écrit. Et j'ai l'impression que ça fait écho en fait en moi. Euh, Pourtant, on a été dedans, quoi, tu vois. On a été dedans très tôt. On a Mmh. compris très tôt que, ben voilà, que les gens ils mouraient Ouais. et que je sais pas si on nous a vraiment appris ce truc-là, cette notion-là d'impermanence. On l'a peut-être pas assez senti. Mais Bah, pas du tout. Enfin, moi, personnellement, pas du tout et la première, le premier décès, c'était super violent parce qu'il y a pas eu il y a pas eu non plus de préservation, quoi. Ou une forme de, enfin, je sais pas toi, mais j'ai pas l'impression, qu'on en ait trop discuté avec les parents, on nous ait demandé, comment on a vécu le truc, de nous expliquer un peu, c'était c'est vrai. comme ça, quoi. C'est, ben, voilà, Pipa est mort, il était malade et tout le monde est triste et la mort, c'est triste et voilà, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu un côté comme ça. C'est vrai que le décès de Pipa, c'était un peu étrange. Ouais. Et en même temps, c'était étrange. Déjà parce que c'était notre première expérience et notre premier rapport à la mort. Mmh. Et en même temps, certainement aussi que ça a réveillé notre peur d'être confronté à cette partie de notre famille qui est très religieuse, qui est très, tu vois ce que je veux dire, qui est très... euh, il y a énormément de règles et il y a énormément de jugements, tu vois. Ouais. Enfin, moi, j'ai beaucoup senti ça quand on était gamine. C'est tu te fais grave gronder parce que t'as fait tomber un verre d'eau sur la table, quoi. Alors que c'est un verre d'eau sur la table, quoi. Tout va bien. Mmh. Tu vois, et vraiment, t'avais une espèce de pression à être nickel, parfait, à pas faire trop de bruit, à machin, etc. et tout ça. Et je pense que le fait de se retrouver dans une situation tellement émotionnelle dans cette partie-là de notre entourage, on était d'autant moins à l'aise. Et effectivement, t'as raison. Il y a eu avec papa et maman, en tout cas, il y a eu pas une omerta. Je pense que si nous on en avait parlé, ben ils en auraient parlé. Mais on a senti qu'il y avait certaines choses qu'il fallait pas aborder en fait. Mmh. Je sais pas si tu te souviens, papa il avait fait une expérience un peu. Oui, oui. Je sais pas si c'est spirituel, je sais pas si c'est. Euh, Bah, une expérience un peu irrationnelle, un peu, ouais, c'est ça. Et en fait, paranormale, vraiment dans le sens pas normal, quoi. voilà, c'est ça. Et en fait, je crois que c'est maman qui nous avait dit à un moment donné, bon, bah, votre papa, il a vécu un truc avec son père hier, il a pas trop envie d'en parler, il est pas à l'aise avec ça, donc on dit rien, quoi, on n'en parle pas pour le moment. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Elle Mmh. nous avait un peu dit ça. Alors, on avait quel âge à ce moment-là? Bah, moi, Toi, tu devais avoir 8 9 ans, quoi. ouais, 9 ans, ouais, je crois que c'est ça. Donc, Et c'était voilà. 2010, si je dis pas de conneries, je crois que c'est ça. Ah ouais? Ouais, Ouais, c'est possible. j'étais en CM2. Ouais, c'est ça. On habitait déjà à Sandoul. C'est ça. Mais, euh, mais ouais, tu vois, le rapport à la mort avec les enfants, moi j'ai vraiment l'impression, en fait, moi ce que j'aimerais faire pour moi, si un jour j'ai des enfants, si un jour j'ai des enfants, effectivement, déjà ce côté d'impermanence, il est hyper important et je pense qu'il faut être hyper créatif dans l'éducation de ses enfants pour ça, Ouais. voilà, d'inviter l'impermanence dans cette éducation-là. Mais c'est la première fois que je vais faire ce lien sur ce podcast. Je sais pas trop comment l'aborder. On va ouvrir cette porte-là ensemble. On verra où est-ce que ça nous mène. Ouais. Mais en fait, j'aimerais avoir le courage d'expliquer la mort à mes enfants de la même manière que j'aimerais expliquer la sexualité à mes enfants. C'est-à-dire à la fois avec de la sincérité, de la vérité, de leur apporter toutes les clés pour qu'ils puissent comprendre
hem, la réalité des choses, c'est-à-dire que, papa dans maman, quoi, tu Ouais, vois? ouais. Et je voudrais leur expliquer ça, pour qu'ils comprennent physiquement, physiologiquement comment ça se passe et évidemment de leur parler de cette petite graine qui passe du ventre de l'un à l'autre et cetera et cetera. Je voudrais pouvoir trouver un conte, trouver une façon d'expliquer la mort qui soit aussi, hem, sincère, Mmh. véritable et en même temps, dans les 2 situations, de pouvoir, mettre un espace autour de l'enfant et dans notre relation pour que lui puisse poser des questions, lui puisse s'exprimer et en fait de soutien et de, je t'entoure, je suis là, tu vois? C'est pas parce que je risque de m'en aller que ça va se faire tout de suite et Ouais. cetera et enfin, tu vois ce que je veux dire? De Mmh. de pas pour autant inquiéter, en Ouais, fait, ouais, ouais. ou traumatiser l'enfant en lui disant: «Ouais, non, mais voilà, ton papy, il s'est fait couper la tête et voilà». Tu vois ce que je Ouais. veux dire? Oui, oui. C'est pas d'être dans le gore, dans le, dans l'hyper-émotivité, Mmh mh. dans la frayeur et cetera. C'est juste dire les choses telles qu'elles sont, Mmh. sans en faire trop, mais sans en faire pas assez. En disant: «Bah non, mais ça, tu trop petite pour comprendre, ça, c'est pas possible», tu vois? Pour moi, c'est plus tôt les sujets sont abordés, mieux c'est, quoi. Oui, oui. Après À mes yeux. c'est à adapter aussi, enfin, de comment dire? À adapter au caractère et au tempérament de l'enfant, quoi. Parce que enfin, je sais pas, mais un enfant, assez émotif ou assez stressé ou tu vas forcément lui expliquer d'une manière plus rassurante qu'un enfant qui est déjà un peu plus rationnel, quoi. Bah, en vrai, je sais pas parce que est-ce que justement le fait d'anticiper un peu ces questions-là, c'est pas aussi une façon de lui apprendre l'impermanence et dire à un enfant de 3 ans, en fait, d'évoquer avec cet enfant-là la mort ou la sexualité d'ailleurs. euh, Est-ce que c'est pas commencer à préparer son cerveau à accueillir cette partie-là de sa vie, tu vois? Même si c'est de façon très saupoudrée, très édulcorée, avec des contes, avec des histoires ou alors avec des situations, parce qu'effectivement, le truc dans la vie et avec le sexe, la mort ou n'importe quoi d'autre, c'est qu'on ne peut pas savoir quand est-ce que ça va nous tomber dessus. Mmh. Donc si l'enfant perd un chat, un chien, un grand-parent ou quoi à 3 ans, je pense que c'est important de l'expliquer, de lui montrer, de l'accompagner. Et la difficulté, effectivement, elle est que nous, on souffre. Ouais. On est dans le deuil, on est dans la peine. Et la difficulté, je pense qu'elle est là aussi, c'est que on se confronte non seulement à notre propre peine, à notre souffrance et à tout ce qui va avec, mais en plus, on doit gérer d'un coup une autre petite personne qui ne connaît pas, qui ne sait pas, qui ne comprend peut-être pas encore et qui de toute façon va sentir ce qui se passe, même si cet enfant-là, on lui dira rien, voire on lui cache carrément le décès, ce qui est déjà arrivé, Ouais. euh, ben, elle va le sentir quand même d'une façon ou d'une autre, tu vois. Oui. Et effectivement, après, ça dépendra de plein de choses, hein, de comment les liens entre la famille sont, à qui l'enfant a confiance, si l'enfant a confiance, etc. Puis s'il arrive à s'exprimer, à aborder certains sujets, etc., il va poser des questions. Oui. Et s'il pose pas de questions, il va sentir. Il va sentir physiquement qu'il y a des choses. Et fatalement, comme c'est un petit, il a pas d'autre choix que les exprimer, ses émotions. Il sait pas Mmh comment les mh. gérer, donc il a pas d'autre choix que de les exprimer. Donc je trouve que c'est hyper difficile comme situation et peut-être que ça fera aussi l'objet d'un podcast entier avec peut-être avec des parents. Ce serait trop bien. Ouais. J'aimerais trop, tu vois, qu'il y ait des parents qui viennent soit en m'écrivant, soit en m'envoyant des vocaux ou comme là en appel, qu'on puisse parler de leur histoire en fait et de comment eux ils ont géré.
pour que potentiellement ça puisse déjà faire écho à d'autres personnes et que ben, ça puisse inspirer aussi d'autres personnes et les aider vers ce- dans cette situation-là, quoi. Ouais. Bah, ouais, ouais, carrément. C'est vrai que moi, ça me parle pas parce que j'ai pas ce lien-là avec les enfants, mais c'est plus, moi, mon expérience d'enfant, C'est ça. c'est vrai que maintenant qu'on en parle et que j'y repense, il y a eu très, très peu de dialogue et je trouvais ça très, ouais, très très rationnel, mais sans discuter, sans nous dire: «Ben, vous avez le droit, de ressentir plusieurs choses, même si c'est pas, même si ça paraît un peu fou, quoi. Vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit de même à la limite de trouver ça, drôle ou grotesque ou enfin, tu vois? D'accepter un peu n'importe quelle, enfin pas n'importe quelle, mais si, d'accepter n'importe quelle émotion parce que c'est tellement particulier et quand on est, petit, on connaît pas et cetera et en fait, on nous a juste dit enfin, tu vois? Je pense par exemple à Samba, qui s'est fait écraser par une voiture. Samba, c'est un petit chat, hein, c'est pas un voilà. Et ben, on nous a Merci dit, de préciser. voilà, le petit chaton, il s'est fait écraser par une voiture et puis c'est tout. On l'a mis dans un sac poubelle et puis putain, mais quel choc, quoi! Mm. Et on nous a pas dit, ben, elle a eu un accident donc on a fait, et en même temps, on a quand même fait les choses bien parce qu'on l'a enterrée en dessous du lilas à côté de la lapine qui était morte quelques années avant et tout. Mais dans la manière, dans l'approche, c'était quand même, enfin moi j'en ai pleuré, hein, on était quand même pas vieilles quand les chatons, et puis quand on nous a dit que, notre Minette, elle avait eu plusieurs chatons et qu'on avait dû s'en débarrasser, Ouais. attention à coups de pelle. Et ben, tu as 5-6 ans et puis, ben, voilà quoi. Bah, arrête, ça me fait vomir. Ben, voilà, je trouve Euh, on nous a dit les choses, c'est bien sans être bien parce que ça a été assez douloureux quoi et il y avait Mais pas, en fait, avec le recul par rapport à ce que tu dis, moi, ce dont j'ai l'impression maintenant, c'est que en fait, nos parents. Alors, moi, j'ai plus ou moins souvenir que maman nous avait dit, mais vous allez pleurer, vous allez sentir plein de choses, machin, etc. Elle nous avait un peu préparé. Et en même temps, moi, j'ai toujours senti que dans notre famille, les émotions, elles n'étaient pas bienvenues. Qu'on mmh, n'avait pas le droit d'être triste, qu'on n'avait pas le droit de le dire, qu'on n'avait pas le droit d'aller bien, d'aller mal plutôt, et on n'avait pas le droit de l'exprimer en fait. Et que si on faisait ça, et ben on était relou quoi. Vraiment, c'était, il y avait un truc, je sais pas si tu l'as vécu comme ça, mais si, même si. dans notre petite enfance, même et par rapport aux animaux aussi. Moi, j'ai souvenir que il y a eu un soir où je pleurais parce que je me sentais triste à cause de cette petite chatte Samba Mmh, et que maman elle est venue et qu'à travers la porte elle me dit pourquoi tu pleures et je lui ai dit, elle me dit «Ah, c'est bon, ça fait 3 semaines qu'elle est morte». ouais. Tu vois? Alors Ouais, qu'on était gamines quoi, et je devais avoir bah, 8-9 ans quoi, pas mmh. plus quoi, et Ouais, ouais, c'est encore. ça. Donc à la fois c'est hyper violent et puis à la fois c'est ben en fait je veux pas voir tes émotions quoi. De Mmh, la part de nos propres parents, donc on a vraiment senti ce truc-là de bah, tu si tu pouvais éviter de nous en parler, ouais, bah, ça m'arrange, quoi. ouais, ouais. Tu vois, tu as un côté un peu comme ça en mode bon, voilà, tu vas ressentir des trucs ouais, c'est ça, si tu vas ressentir des trucs, mais ne les dis pas parce que je sais pas quoi faire avec. Donc c'est vraiment ça Mmh, et c'est très, très bien parce que ça me permet de faire une transition pour le dernier commentaire. mmh, Hem, on finit avec une autre lady qui sur Instagram, s'est beaucoup exprimée. C'est un sujet qui l'a fait beaucoup réagir et qui nous dit beaucoup de choses, donc on va peut-être le faire en plusieurs fois, je sais pas, on verra. ouais, Donc elle nous écrit, par rapport donc cette demande de ma part de, les croyances, par rapport au deuil, toutes les fausses idées, les idées reçues, et cetera. ouais. Elle nous dit: «Déjà, on a la fameuse période de tristesse entre guillemets, qui a un temps limité.
si on va au-delà, on est relou et on a un problème. Mmh. Voilà, mais je trouve que, tu vois, c'est pour ça que ça fait une bonne transition Ouais, ouais, entre ce qu'on vient de dire et ce qu'elle voit. ouais. Hem, Ensuite elle dit: «On a le droit d'être triste et dévasté d'une perte, même si on n'a pas passé beaucoup de temps avec l'autre. Il n'y a pas d'endeuillé type. Chacun vit son deuil différemment. C'est OK de pleurer, de rire, de s'en rendre malade, d'être amorphe, soulagé. C'est OK de ne pas vouloir le corps pour ne garder que les souvenirs vivants, comme c'est OK de ne pas aller sur le lieu de recueillement ou d'y passer du temps. Mmh. C'est OK de vouloir faire son deuil seul, de prendre des décisions qu'on regrette parce qu'on n'était pas dans un état normal. C'est OK aussi de ne pas vouloir dépenser beaucoup d'argent pour la cérémonie. En général, l'importance du deuil n'a pas à être associée au prix du cercueil. Ça, c'est pareil, je pense que ça fera l'objet d'un podcast entier, hein, la mort et l'argent. Ouais. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Mmh. Ensuite, elle nous dit: «C'est normal aussi de se sentir accablé de regrets. J'ai pas eu le temps de ça, j'ai pas pensé à ça, etc.» Hem et c'est aussi normal de refuser que quelqu'un vienne à la cérémonie, de ne pas se sentir le courage d'y aller aussi soi-même. Le deuil, c'est pas juste de la tristesse, c'est aussi des tensions familiales, une pression pour organiser les obsèques, un flot d'émotions contradictoires, une prise de conscience sur ce qui est important, retrouver des souvenirs, des amis, rencontrer des personnes, elles aussi touchées par la perte. Les gens vont inconsciemment ou non comparer la peine, l'argent, la succession, la cérémonie, et il faut passer outre, même si c'est dur, même si c'est injuste. Personne n'a le droit de juger l'intensité d'une peine ou encore de reprocher à l'autre d'être moins triste d'avoir perdu tonton que quand on a perdu son chat. C'est normal, même des années plus tard, d'avoir un retour de tristesse, de colère, de sentiment d'abandon. Le deuil, et c'est un cyclone, on tourne dedans et on finit toujours par repasser à un endroit. Mais je suis complètement d'accord. Effectivement, Je je trouve que saurais même c'est pas, quoi rajouter, en fait. exactement, exactement. Je trouve que c'est très très important et très très pertinent ce qu'elle dit. Euh, Alors, il y a beaucoup de choses, notamment sur l'argent et sur le fait que on se compare les uns les autres par rapport à notre peine, qui souffre le Mmh. plus, machin, Mmh. etc. C'est un peu un concours en mode, voilà, qui est le plus proche, est-ce qu'il souffre vraiment et en même temps, bah, enfin, tu vois, il y a une espèce de, comment on dit déjà, Une de compète? voyeurisme. Ah oui. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de voyeurisme de. Alors après, on a un rapport un peu, enfin chacun différent à ça. Et moi, c'est ce que je ressens quand, par exemple, on va à un enterrement de quelqu'un qui était plutôt éloigné. Ouais. Et on y va parce qu'on a envie de soutenir les proches, Mmh. parce qu'on est plus proche des proches que de la personne qui est décédée, tu vois, des fois. Oui, oui. Et, et en fait, j'ai l'impression qu'il y a une petite part de moi, en tout cas, qui est là pour euh, confirmer que les personnes que j'aime, que j'apprécie, que j'ai envie de soutenir, souffrent. Mmh. Mmh. Donc il y a une partie de moi où c'est vraiment du voyeurisme, et je pense que ce voyeurisme-là, il vient pas de nulle part déjà, et il a un sens. Et je pense que ce sens-là, en tout cas c'est vraiment ce que moi j'y mets, c'est euh, j'ai besoin de voir que les autres souffrent pour cette personne-là, parce que j'ai besoin de prouver à mon cerveau, de faire comprendre et intégrer à mon cerveau et à mon être en entier, que cette personne-là est réellement décédée. Mmh. Oui, Tu oui. vois? Mmh. Et effectivement, il y a le côté, quand t'es vraiment proche du défunt, t'as un côté comparaison, quoi. Effectivement. Et je pense à ça par rapport à l'enterrement de maman.
et de la réaction et de l'attitude de notre grand-mère par rapport à ça. Mmh. Voilà, où nous, on s'est sentis hyper enfin moi, je me suis sentie bizarre et à la fois, enfin, j'ai trouvé ça pathétique et ça m'a énervée, ça m'a Mmh. mis en colère et ça m'a affligée, en fait. Oui, Parce que c'était encore dans du pathos, c'est encore dans du très «regardez-moi, c'est moi qui théâtral. souffre le plus». Voilà, Mmh. c'est ça. Très dans le théâtre, très dans le trop, dans machin et cetera, m'évanouir sur le cercueil, machin et tout ça. C'est dans l'excès et en fait, ça inflige de la souffrance. Enfin, ça m'a infligé de la souffrance supplémentaire dont j'avais vraiment pas besoin Mmh. et j'ai pas du tout apprécié parce que oui, d'accord, c'était sa fille à elle, mais c'était notre mère, quoi. Mmh. Donc est-ce que c'est oui, c'est là que, où je dois être tolérante, apprendre à être tolérante parce qu'elle souffre aussi, Mmh mh. ça j'entends bien. Mais ben, alors après c'est lié à l'histoire, peut-être qu'un jour j'en parlerai, en podcast, je ne sais pas. Mais mais voilà, c'est lié beaucoup à l'histoire et à ce qui a pu se passer avec cette personne-là, qu'on a été très gênés, en fait, Ouais. par la situation. Bah, c'est vrai que j'ai du mal moi, enfin, c'est compliqué parce qu'effectivement, il y a tout un passé, il y a de la rancœur, il y a du conflit, il y a des tensions et donc c'est compliqué sur des moments, très forts comme ça de enfin moi personnellement, j'ai pas réussi à être tolérante et à lui laisser la place de de vivre, ses émotions quoi et parce que j'étais dans le jugement et que j'étais, en colère et tout un tas de choses. Je trouve ça super difficile. Après c'est peut-être la seule personne vraiment, où j'ai eu du mal, à accepter le comportement mais ouais. Ouais, c'est ça et du coup, ça me fait penser à un mot qui est la légitimité et en fait, alors ça tombe très bien, je vous ai vraiment au début du podcast, je vous ai dit à vous auditeurs que, je ne savais absolument pas ce qui allait se passer. Je vous le redis, je ne savais absolument pas qu'on allait finir là-dessus. Puisque la légitimité, c'est, enfin en tout cas, j'aimerais que ce soit le sujet du podcast qui sortira dans 15 jours. Et ce que tu viens de dire, Lola, ça m'y fait beaucoup penser. Parce que, et c'est bien parce que ça m'ouvre aussi un autre aspect de cette notion de légitimité, c'est que moi je voulais parler de ce que nous on a pu vivre euh, d'extérieur en tant que personne, quand on s'est pas senti, nous, légitimes à aller à des obsèques et à pleurer pour quelqu'un qu'on connaissait très peu. Euh, voilà. Et en fait, là, tu me permets aussi d'ouvrir cette notion au fait que nous, on n'a pas autorisé, on n'a pas donné la légitimité à cette personne-là de souffrir et Mmh. d'exprimer sa souffrance là. Ouais. Parce que on était dans l'émotion, qu'on était dans la rancœur, Mmh. on peut dire les choses clairement, Mmh mh. on était dans la rancœur et que ben voilà en fait. Donc j'aimerais essayer aborder ce sujet-là dans 15 jours avec vous, peut-être avec toi Lola, peut-être avec d'autres commentaires, d'autres réactions que vous, auditeurs, aurez pu avoir sur mon compte Instagram ou sur mon compte Facebook ou sur le site internet atelier.fr dans la rubrique communauté où vous pouvez déposer vos histoires, vos réactions à ce podcast. Et voilà, peut-être du coup participer vous-même au prochain podcast Atelier Time. En attendant, ce que je vous propose, donc, c'est toujours de me rejoindre sur ces réseaux aussi pour qu'on puisse partager un peu le quotidien de Atelier, mon entreprise créative. Mais surtout, abonnez-vous
à ce podcast. C'est vraiment important pour, sa, visibilité et puis pour que, petit à petit, on soit de plus en plus nombreux à partager ces moments ensemble, autour de notre souffrance, de notre peine et pour pouvoir, travailler à mettre des paillettes dans ces souffrances et dans ces blessures-là. Merci Lola, beaucoup d'avoir été là. Merci pour Avec tes plaisir. réactions. J'espère aussi que ça vous a plu, chers auditeurs, chères auditrices, qu'on fasse ça un petit peu, plus naturellement, plus voilà, comme ça vient, on y va et on se fait plaisir, on voilà, on se retrouve pour parler de tout ça. Donc c'est pareil, hein, dites-le moi dans les commentaires. C'est important d'avoir des retours pour améliorer ce format. Sinon je vous dis à dans 15 jours et en attendant, prenez soin de vous. Soyez tolérants et soyez, doux avec vous-même et ça ira bien. Merci.